Bonjour, mon nom est Fatmé Allouche et je suis astronome au quartier général de l'ESO à Garching. Mes collègues et moi faisons partie d'une équipe internationale d'ingénieurs et de chercheurs qui construisent et qui gèrent quelques-uns des instruments scientifiques les plus sophistiqués au monde. Et tout converge ici, à Garching. L'ESO est l'organisation intergouvernementale pour des recherches astronomiques. Financée par 13 États membres, elle gère des installations sur 2 continents, en Europe et en Amérique du Sud. En Europe, on trouve le quartier général. Situé à Garching, près de Munich, en Allemagne, c'est le centre nerveux scientifique, technique et administratif d'une organisation dont la tâche est de développer et de gérer des observatoires parmi les plus avancés au monde pour les scientifiques des États membres. Le quartier général abrite des archives scientifiques comprenant non seulement les données obtenues avec les télescopes de l'ESO, mais aussi celles du télescope spatial Hubble. Les données sont accessibles en ligne aux scientifiques du monde entier. En moyenne, près de 100 gigaoctets de données sont réclamés chaque jour, toute l'année durant. Au quartier général, les astronomes aident leurs collègues dans les États membres à préparer les nouveaux programmes d'observation. Avant d'être effectués, ces programmes font l'objet d'un rigoureux contrôle de qualité et d'une grande sélection. Le temps d'observation demandé est en effet 5 fois plus élevé que le temps disponible et seuls les meilleurs programmes seront finalement exécutés. L'astronomie dépend fortement des technologies et l'ESO est engagé dans un programme intensif améliorant constamment les performances de ses instruments et développant de nouveaux instruments et de nouvelles techniques. En fait, le programme de développement d'instruments de l'ESO est sans doute le plus ambitieux au monde. À Garching sont aussi développés des concepts pour des télescopes de nouvelle génération. Des plans sont à l'étude pour des télescopes et des instruments qui seront prêts à l'emploi lorsque les élèves d'aujourd'hui auront fini leurs études à l'université. Travailler ici, au quartier général de l'ESO, est vraiment passionnant. Malgré tout, les endroits les plus fascinants de l'ESO restent quand même ces observatoires, situés dans le désert chilien de l'Atacama, à plus de 12 000 km d'ici. L'Atacama, l'endroit le plus aride sur Terre. Une bande de terre quasiment dénuée de précipitations. Peu d'espèces survivent à ces terribles conditions. De tous les endroits imaginables, l'Atacama pourrait sembler le moins à même d'abriter l'une des installations scientifiques les plus à la pointe, l'observatoire de l'ESO à Paranal. C'est pourtant précisément ces conditions extrêmes qui font de Paranal un site idéal pour les observations astronomiques. Le ciel est clair quasi toutes les nuits, l'humidité est très faible, ce qui est indispensable pour certains types d'observations, et il n'y a aucune ville à proximité et donc aucune pollution lumineuse. Paranal est une montagne haute de 2600 mètres. Le sommet a été aplati afin de créer suffisamment de place pour l'ensemble de télescopes connus sous le nom de Very Large Telescope ou plus simplement VLT. Au cœur du VLT se trouvent 4 télescopes, chacun ayant un miroir primaire de 8,20 mètres de diamètre. Haut de 24 mètres et pesant 420 tonnes, ils sont parmi les plus grands télescopes en opération. Chacun de ces télescopes peuvent être équipés de plusieurs instruments sophistiqués, comme des spectrographes ou des caméras. Grâce à quoi, les astronomes peuvent capturer la faible lueur des objets célestes. Le VLT utilise à profusion des technologies de pointe comme l'optique active, qui fut développée à l'ESO à Garching, et l'optique adaptative, une technique permettant de compenser les effets contraires de l'atmosphère sur la qualité des images. Grâce à l'optique adaptative, les télescopes au sol voient aussi bien que s'ils étaient placés dans l'espace.
Des images encore plus fines peuvent être obtenues en combinant la lumière de plusieurs des grands télescopes ainsi que celle provenant de 4 télescopes auxiliaires. De cette manière, le VLT est transformé en un interféromètre géant avec lequel il est possible d'observer la forme des étoiles ou de sonder l'intérieur des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles. Entretenir une installation de haute technologie aussi loin de la civilisation et au milieu du désert est un défi logistique majeur. Afin de garantir l'approvisionnement en eau de l'observatoire, des camions-citernes doivent, chaque jour, transporter ces denrées précieuses sur des distances de plus de 120 km avant de la stocker dans de gigantesques réservoirs. De plus, Paranal possède une centrale électrique qui produit l'énergie nécessaire aux installations. Les générateurs sont vérifiés régulièrement pour prévenir tout mauvais fonctionnement. La restauration est également importante. Le personnel de cuisine sert constamment une grande variété de plats en tout genre. L'observatoire doit rester ouvert 24 heures sur 24 toute l'année durant. Les journées sont réservées à l'entretien, aux tests et aux mises à jour d'instruments, tandis que pendant les nuits précieuses, les télescopes pointent tous vers le ciel, observant des objets tellement éloignés et si peu lumineux que l'œil ne peut les discerner. Le VLT joue un rôle majeur dans tous les domaines de l'astronomie, dans le visible et le proche infrarouge. Il a contribué de façon substantielle à la cosmologie, l'étude des grandes structures dans l'univers, grâce à l'observation de galaxies éloignées de 13 milliards d'années-lumière. Leur lumière a voyagé à travers l'espace pendant l'équivalent de presque 3 fois l'âge de la Terre. Dans notre galaxie, la Voie lactée, le VLT a réalisé des mesures très précises de l'abondance d'éléments lourds dans les étoiles et ainsi aidé à vérifier l'âge de l'univers. Le VLT a effectué des études détaillées des environs du trou noir supermassif se trouvant au centre de notre galaxie. Il a ainsi observé le mouvement étonnant d'une étoile dans son balai autour du monstre affamé. Le VLT a aussi sondé les régions centrales d'une autre galaxie, montrant ainsi pour la première fois un réseau de filaments transportant la matière depuis les régions externes de la galaxie jusqu'au centre. D'autre part, le VLT a découvert le premier triplet de trous noirs supermassifs situé à plus de 10 milliards d'années-lumière. Plus près de nous, le VLT a découvert le premier astéroïde triple dans notre système solaire, la petite planète Sylvia et ses jumeaux Romulus et Rémus. Récemment, des astronomes utilisant le VLT ont pu obtenir la première image d'une planète extrasolaire, une planète en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Cela faisait déjà 10 ans que l'on savait que de telles planètes existaient, mais jusqu'alors, elles n'avaient été observées qu'indirectement. La recherche de planètes extrasolaires est aussi une spécialité de l'autre site de l'ESO, l'observatoire de la CIA, situé à 500 km au sud de Paranal. La CIA est une montagne de 2400 mètres d'altitude qui abrite plusieurs télescopes modernes de taille moyenne, parmi lesquels le NTT de 3,50 m et le télescope de 3,60 m. Ce dernier est un télescope classique, récemment remis à neuf. Il est équipé de ce qui est sans aucun doute aujourd'hui le spectrographe le plus précis au monde. Avec ce spectrographe, il est possible de mesurer les minuscules variations induites dans le mouvement des étoiles par des planètes en orbite. Il y a peu, la plus petite exoplanète fut découverte. Cette planète a 5 fois la masse de la Terre et se trouve à la bonne distance de son étoile pour que l'eau y soit liquide. C'est pour l'instant la planète qui ressemble le plus à la Terre qui ait été découverte. Les télescopes de Paranal et de la CIA sont utilisés pour observer la lumière visible ainsi que le rayonnement infrarouge émis par les étoiles et par les galaxies.
Mais les objets célestes émettent aussi à d'autres longueurs d'onde, comme par exemple dans le domaine radio ou millimétrique. Afin d'observer dans ces gammes de longueurs d'onde, les astronomes ont besoin de différents instruments et ils doivent aller sur des montagnes encore plus hautes. Le troisième site de l'ESO est un plateau de haute altitude nommé Charnantor, à proximité des frontières avec la Bolivie et l'Argentine. Là, à 5000 mètres d'altitude, l'ESO construit avec ses partenaires en Amérique du Nord et en Asie un gigantesque ensemble d'antennes, chacune ayant un diamètre de 12 mètres. Les antennes peuvent être déplacées et configurées de différentes façons sur des distances allant jusqu'à 18 km. Le projet est connu sous le nom d'ALMA pour Atacama Large Millimeter Sub-Millimeter Array et constitue l'un des plus grands projets internationaux d'astronomie au sol jamais conçus. Même si les observations pourront débuter avant, la phase de construction sera terminée en 2012. Entre-temps, les astronomes sont déjà actifs à Charnantor. Basé sur un prototype d'antenne ALMA, le télescope APEX collecte depuis l'été 2005 d'importantes quantités de données astronomiques. APEX est un projet entre l'ESO, l'Institut Max Planck en Allemagne et l'Université technique de Chalmers en Suède. Grâce aux observations aux longueurs d'onde de l'ordre du millimètre, l'on peut étudier des galaxies à peine formées situées aux confins de l'univers. On peut aussi étudier la naissance des étoiles et des planètes à l'intérieur de leur épais cocon de gaz et de poussière, des cocons qui sont opaques au rayonnement dans le visible. Tandis qu'ALMA est actuellement en construction, les ingénieurs et les scientifiques de l'ESO étudient un télescope de nouvelle génération. Ce sera un gigantesque télescope optique avec un miroir pouvant atteindre les 42 mètres de diamètre. Nous l'appelons pour le moment l'EELT, le télescope extrêmement grand européen. Tout ce qui concerne l'EELT est gigantesque, sauf son prix. Avec le VLT, l'ESO a déjà utilisé des méthodes innovantes dans la conception et la gestion de télescopes, ce qui a permis de réduire les coûts. Pour l'EELT, l'ESO a développé une approche révolutionnaire qui diminue considérablement les coûts de construction. Le prix estimé est de l'ordre de 800 millions d'euros, soit l'équivalent de 3 nouveaux avions Airbus A380. L'EELT ouvrira de nouvelles pistes dans la quête de l'humanité à comprendre l'univers. Il sera capable de mesurer directement les variations dans le taux d'expansion de l'univers sur la totalité de son passé, fournissant ainsi des informations uniques sur la matière noire et l'énergie sombre. Il sera capable de prendre des images de planètes extrasolaires et de déterminer la composition de leurs atmosphères et pourra ainsi éventuellement révéler l'existence de traceurs biologiques. Il scrutera les régions les plus profondes de l'univers et sera témoin de la naissance des toutes premières étoiles et galaxies. Il pourra, en fin de compte, révolutionner notre perception de l'univers de la même façon que le fit le télescope de Galilée. L'une des prérogatives d'un scientifique est d'oser poser des questions. Des questions à propos des aspects les plus fondamentaux de la vie et du monde qui nous entoure. Comment fut créé l'univers? Quand et comment ont émergé les premières étoiles et les premières galaxies? Pourquoi se sont-elles formées? Comment la Terre est-elle apparue? Et y a-t-il d'autres planètes pouvant abriter la vie? Pourtant, l'un des aspects les plus fascinants d'être un scientifique à notre époque, c'est que grâce à la technologie moderne, nous pouvons construire des instruments, des télescopes, des spectrographes, des caméras, avec lesquels nous pouvons vraiment chercher les réponses. Mais dans notre quête de comprendre le monde, nous sommes constamment confrontés à de nouvelles questions et de nouvelles énigmes. Et ceci est une bonne chose, car la science, c'est le défi de connaître et de comprendre.